Mesdames, Messieurs, chers élus, chers collègues, Monsieur le Directeur Général, Madame Ferrouche Guettich, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, mon cher Claude Cruels, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre 3e congrès des élus de Groupama Méditerranée. Après une édition de manière digitale l'année dernière, c'est un vrai bonheur de pouvoir échanger en présentiel, de se regarder, de parler, de partager ensemble cette énergie collective. Revenons maintenant sur notre congrès des élus et voyons le programme de notre matinée. Pour commencer, nous vous proposons un temps d'ouverture sur le monde et sur notre territoire. Nous prendrons un moment pour parler de la place du voyage et du territoire, du patrimoine et du territoire, avec une thématique spécifique, Méditerranée, terroir divin. Nous découvrirons le regard de Claude Cruels, photographe professionnel, à l'occasion de son livre qui vient de sortir, Olivier millénaire, les gardiens de la Méditerranée. Des images qui parlent de racines, bien évidemment, bien ancrées dans le sol, depuis des centaines d'années, de résilience au vu des évolutions climatiques, mais aussi de transmission. Des valeurs qui nous sont chères, donc nous serons bien dans notre thématique. Pour présenter plus en détail ce moment, je vais passer la parole à notre directeur général Romain Tanguy, qui développera le sens de cette démarche. Je vous remercie. Merci, Président, pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous, chers élus, chers collaborateurs, chers partenaires de votre présence aujourd'hui. C'est pour moi aussi un moment très sympathique aujourd'hui de vous retrouver après ce congrès qui avait été l'année dernière, comme vous l'avez rappelé, en digital, Président. Alors, je vais vous dire un mot dans quelques minutes sur le partenariat que nous avons avec Claude sur le projet Méditerranée Terroir Divin. Voilà pour ces quelques points d'actualité. Puis je voudrais maintenant terminer par une présentation rapide, parce que Claude le fera tout à l'heure, du projet Méditerranée Terroir Divin. Avec Claude Cruels, nous avons un partenariat depuis maintenant plus de 7 ans qui nous tient à cœur. Claude est un photographe, mais il met en avant des éléments du patrimoine, du territoire. Vous allez le voir, il va nous parler d'oliviers. Peut-être bientôt aussi, on en a parlé, de vignes. Et puis on voulait que Claude soit avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un événement majeur au niveau de l'association qu'il suit et dans lequel il participe activement. C'est que ce projet Méditerranée Terroir Divin se concrétise aujourd'hui par un ouvrage, vous allez voir, exceptionnel, de plus de 200 pages, de photos magnifiques, qui reprennent la vie d'Olivier millénaire. On va en reparler. Et cet ouvrage, il sort maintenant, donc on voulait que Claude puisse en parler maintenant. Et cet ouvrage, vous pourrez le consulter au moment du buffet tout à l'heure, et vous verrez que c'est tout à fait magnifique. Ça ressemble aussi, cette défense du patrimoine, du territoire, à ce que nous aimons faire à Groupama Méditerranée. Voilà, Président, en quelques mots pour ces éléments d'introduction et d'actualité me concernant. Un peu changer de décor, changer d'univers. Je me dirige vers Claude Cruels et nous allons partir autour de la Méditerranée. Claude Cruels, vous allez nous emmener à la rencontre des oliviers millénaires, ces gardiens du temps, comme vous le disiez, qui portent en eux à la fois nos racines, nos valeurs. On va voir ça tout de suite, la durée, la résilience, la mémoire. C'est un moment de beauté, d'inspiration. Allez, place à Terroir Divin. C'est parti. Claude, bonjour et bienvenue à notre congrès des élus ce matin. Donc vous aussi, vous avez prévu d'animer la séquence avec des questions, un quiz, et vous allez nous faire gagner des fioles d'huile d'olive millénaire. Ah, là, je sens tout de suite l'intérêt. Alors je le rappelle, pour les boîtiers, vous avez à la fois la bonne réponse, mais aussi la rapidité. Donc si vous voulez... Et là, je crois qu'il y a une bouteille par personne sur les tables. Hein. Vous ne serez pas obligé de vous partager les chocolats.
Là, vous aurez chacun votre fiole d'huile d'olive qui est faite par un oléiculteur remarquable, qui est d'ailleurs dans notre ouvrage, et qui, en plus de faire de l'huile d'olive merveilleuse et de l'huile d'olive millénaire, sauve également des oliviers millénaires en les arrachant à la gangue du Campo. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Et là, on va le voir dans quelques instants, effectivement. Claude, peut-être un mot sur votre association, on la voit là sur votre chemise, Anadiomen. Pas toujours facile à prononcer, mais en quelques mots avant de commencer. Alors, Anadiomen, tout d'abord, qui est Anadiomen? Alors, Anadiomen, en fait, c'est une déesse grecque et romaine, c'est la déesse de l'amour. C'est Aphrodite et Vénus, qui, quand elle est née de la Méditerranée, tout comme notre projet Méditerranée Terroir Divin, a apporté ce nom. Donc en fait, notre projet est né de la Méditerranée, tout comme Anadiomen, et c'est la raison pour laquelle nous lui avons donné ce nom qui est évidemment aussi attaché à notre histoire et à notre patrimoine méditerranéen. Déesse, de l'huile d'olivier millénaire, vous m'avez parlé vraiment de cure de jouvence avec cette huile. Donc on va tout de suite rentrer dans le sujet avec ces oliviers millénaires que nous allons parcourir à travers les questions que vous avez prévues. Et alors une première question qu'on va se poser, Claude, si elles apparaissent à l'écran, ça va être ces oliviers millénaires. Comment ils sont arrivés en Méditerranée? C'est une excellente question. Comment l'olivier est-il arrivé en Méditerranée? Donc nous avons 3 possibilités de réponse. Par des échanges commerciaux entre les civilisations du croissant fertile et de la Méditerranée. Deuxième réponse, il était là à l'origine de la Méditerranée. Et ensuite par les invasions romaines et grecques. Je rappelle que le croissant fertile, c'est tous les pays qui se trouvent à l'est de la Méditerranée, Liban, Jordanie, Israël, Syrie, etc. À vos appêts. Alors, c'est en train de défiler. Et dans la foulée de cette question-là, on va se demander depuis quand? Oui, je pense que c'est la question qui suit. Ça va suit. être la question qui suit derrière. Elle est incontournable. Et elle est incontournable. Allez, on y arrive. Il nous reste encore 6 boîtiers, 5. Je rappelle que vous êtes en train de jouer pour des petites fioles d'huile d'olivier millénaire. Donc ça vaut quand même le coup de participer. Alors, je vois que ça interroge quand même. Hein, on va s'interroger, ouais. Effectivement. On fait apparaître la réponse. Allez. Voilà. Hop, ça revient. Voilà. Donc, pour 30%, la bonne réponse, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis l'origine. Ils sont là depuis l'origine de la Méditerranée. Alors, c'est un indice, j'allais dire, pour la question suivante, qui est, finalement, depuis quand? Alors, depuis quand, effectivement? Quelle est l'origine de la Méditerranée? Donc, environ 1000 ans avant notre ère, environ 20 000 ans avant notre ère, ou bien 22 millions d'années. Pourquoi pas? Là, vous avez pris un spectre très large. Oui, on a fait un grand écart. Très, très grand même. Ça interroge, là. Hein. Oui, ça interroge et effectivement, ce qui va suivre est très, très intéressant et va nous apporter des réponses, les réponses que j'imagine beaucoup d'entre vous se posent. Alors, il a toujours été là. Il est là depuis longtemps. Depuis quand? Effectivement, 1000 ans, 20 000 ans, 22 millions d'années. Il nous reste encore 5 réponses à venir. Et là, vous allez bientôt pouvoir une vraie nous réflexion. Donner... Allez. Allez, encore 2 tables. Ça veut bien. Encore une table. Et là, ça va être. Et encore bon. une. Allez, il est un petit peu lent ce matin. Il a très bien fonctionné hier. Oui. Voilà, aujourd'hui. C'est les aléas du direct. Alors, Claude, le temps que je fasse ma réponse, donc la bonne réponse là, c'est la réponse normalement 3.
On va regarder. Voilà. Donc vous êtes 30%, hein, 22 millions d'années. Oui, je Alors- vois que la majorité d'entre vous a choisi l'équilibre entre les deux. Mais non, en réalité, l'olivier, en tant que variété oléa, est là depuis 22 millions d'années, c'est-à-dire depuis le néolithique. C'est une véritable plante méditerranéenne à l'époque où la Méditerranée était tropicale. L'image qui vient d'apparaître à l'écran représente un phénomène géologique que peu connaissent, et j'avoue que moi-même, j'en étais pas du tout informé avant de travailler sur le sujet. Il s'agit de la crise messinienne. Alors, qu'est-ce que la crise messinienne ? Eh bien, imaginez qu'il y a environ 6 millions d'années, il s'est passé un phénomène absolument incroyable. C'est qu'en fait, il y a eu un soulèvement du détroit de Gibraltar qui a asséché en partie la Méditerranée. Alors quand je dis en partie, c'est presque totalement, mais pas tout à fait totalement. Et donc ça a duré 900 000 ans, cet épisode géologique, et donc ça a entraîné évidemment beaucoup d'impacts sur la faune et sur la flore. Et l'olivier n'y a pas échappé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons 3 variétés, 3 cultivars, 3 origines de l'olivier en Méditerranée. Une à l'est, une au milieu, et une à l'ouest. Ce sont les 3 grandes origines de l'olivier et cette crise messinienne n'a pas impacté simplement l'olivier, mais elle a également impacté d'autres espèces animales et d'autres espèces végétales. Alors, ces oliviers, là, je pense que vous avez prévu d'autres images. Hein. Effectivement, on les voit, notamment ceux-ci assez anciens. Oui, alors aujourd'hui on retrouve ces 3 origines d'une façon génétique, on va dire, dans l'oléastre. Alors qu'est-ce que l'oléastre ? C'est une question qu'on aurait pu poser également. L'oléastre, en fait, c'est l'olivier non cultivé. C'est l'ancêtre de l'olivier cultivé. C'est l'olivier d'origine. Et ici, vous avez donc en image un oléastre millénaire sur lequel il serait possible de retrouver une des traces de ces 3 grandes origines. Voilà. C'est l'olivier sauvage, en fait. Complètement, excellence. cet olivier est sauvage. Et juste une petite anecdote rapidement. Les oléiculteurs, tout au moins les anciens oléiculteurs, gardaient toujours dans leur oliveraie 1 ou 2 ou 3 oléastres, parce qu'il faut savoir que l'oléastre est très riche, la fleur, l'olive, même la feuille, sont très riches en polyphénol, beaucoup plus riches qu'un olivier greffé, un olivier cultivé. Et donc, en fait, comme l'olivier est, en plus d'être l'arbre sacré des Méditerranéens, est aussi l'arbre qui soigne, eh bien, en fait, il le gardait pour se soigner, tout simplement. Il produit des olives également, celui-là. Pardon ? Il produit des olives également. Il produit des olives également, qui sont, comme elles ne sont pas greffées, elles sont toutes petites. Alors si on continue, on voit la taille des troncs, en fait, leur forme, on dirait presque des œuvres d'art. Hein, ce sont des vos monuments photos. végétaux. Vraiment des monuments, effectivement. Comment on fait? Alors d'abord, pour les dater, et avec quelle technique? Là, ça va être les questions suivantes qu'on va vous poser. Alors, comment on date un olivier millénaire? On a 3 propositions. Alors, effectivement, nous avons 3 propositions. La première étant en mesurant la hauteur de son tronc, en analysant la quantité d'huile produite, et ensuite, par datation au carbone 14 sur le bois ancien, sur une étude dendrochronologique ou la tomographie, c'est-à-dire le scanner. Les termes un peu techniques sur cette... Ça va de quelque chose de très simple, à quelque chose de complètement scientifique. Là aussi, on a fait des choix assez différents les uns des autres. Assez large. Oui. Là, vous avez voulu égarer la salle. Hein. Oui, je pense que c'est très intéressant d'interroger, puisqu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur l'olivier. Alors, il nous reste 2 réponses. Et hop, on y va. On va bientôt avoir la réponse qui va s'afficher, puisque après, effectivement, comment on procède, on va rentrer dans le détail des différentes techniques. Alors, ça veut bien ou pas? Oui, ça va arriver. Alors, Claude, si on aborde les différentes techniques. Voilà, j'étais un peu... j'ai trop appuyé. Voilà. Ah,
Bravo, Bravo. bravo. Effectivement, Alors, par contre, on va continuer, parce qu'effectivement, la question suivante, c'était les différentes techniques de datation. Là, c'est un peu comme Férouz tout à l'heure. Hein. on est C'est rentré la un petit question peu dans bonus le... cadeau, là, hein, quand Oui, même. Hein. on rentre dans, Si, si on on rentre vous dans a les écouté, détails. hein. Donc effectivement, quelles sont ces différentes techniques de datation? Donc, ou bien le carbone 14, les archives historiques et les analyses génétiques, ou bien le carbone 14, l'estimation du diamètre du tronc et des archives locales, ou bien le carbone 14, la dendrochronologie et les analyses morphologiques du tronc. Voilà, là, Oui, là, effectivement, on a donné quelques indications, mais on imagine que vous allez trouver la bonne réponse. Mais ceci dit, j'apporterai une petite précision intéressante. alors encore 7 réponses en attente qui réfléchissent. 6. Ah, il faut la mériter, cette petite fiole d'huile d'olive millénaire. Effectivement, la chercher. Alors, on peut peut-être d'ores et déjà anticiper sur les réponses. On a vu 90% de bonnes réponses à la question sur comment on pratique, 17% même. ou 97%. Là, on est sur les différentes techniques et la bonne réponse est à 79%. Ça aurait dû être 100% quand même. Oui, ça aurait pu être cette 100%. question. Mais je comprends les personnes qui ont répondu à la première et à la deuxième parce que, évidemment, l'aspect scientifique prime. Le carbone 14, qui sur le bois ancien permet de dater, et pas que sur le bois ancien d'ailleurs, hein, sur le minéral aussi, est une évidence. L'olivier millénaire, c'est un arbre tellement complexe qu'il est très difficile d'utiliser alors pour deux raisons, une évidente et une technique, la dendrochronologie, qui consiste effectivement à mesurer les cernes des arbres. Bon, déjà, pour avoir véritablement une réponse, il faudrait couper l'arbre, évidemment. Donc, personne ne fait ça. Et la deuxième, c'est que sur l'olivier, le tronc est tellement complexe qu'on ne peut pas réellement avoir une réponse précise. C'est la raison pour laquelle les scientifiques espagnols ont inventé cette technique qui consiste à scanner le tronc, la tomographie, qui donne des détails beaucoup plus précis. Voilà. Alors, comment on les retrouve, ces oliviers qui parfois sont cachés dans la végétation, ont été oubliés depuis plusieurs décennies? Oui, ça arrive souvent. Comment on détermine qu'il s'agit vraiment d'un olivier millénaire? On vient de le voir avec un certain nombre de techniques. Vous nous avez prévu une vidéo qui retrace effectivement la découverte d'un olivier millénaire et puis le fait de le faire un peu renaître. au bout du jour. Exactement. On regarde ça tout de suite. Dans le cadre de son projet Méditerranée Terroir Divin, projet culturel et patrimonial dont l'objectif est la transmission, l'ONG Anadiomène s'intéresse à la démarche de personnes remarquables qui œuvrent à la sauvegarde des oliviers millénaires du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, l'équipe Anadiomène accompagne Amador Peuset, oléiculteur à Traiguera, sur le territoire sénia entre Tarragone et Castellón. Depuis l'année 2013, Amador a pris l'engagement de remettre en culture des oliviers millénaires abandonnés dans le campo espagnol depuis parfois plusieurs décennies. Ce travail de sauveteur commence bien avant de libérer l'arbre de la végétation qui l'étouffe.
Il faut d'abord identifier les arbres et valider les mesures qui le classeront dans la catégorie olivier millénaire. Ces mesures, déterminées par l'Université de Cordoba en 2003 en Andalousie, permettent d'établir un inventaire précis des populations d'oliviers millénaires. Pour être déclaré millénaire, l'arbre devra faire 3,50 m de circonférence à 1,30 m du sol. Depuis 2018, certaines régions, comme la Catalogne et la Communauté valencienne, protègent les arbres millénaires de l'arrachage pour la revente. Pour déclarer l'arbre millénaire, Amador se fraye un passage auprès du tronc pour le mesurer. Une fois ce travail réalisé, commencent alors les recherches pour identifier le propriétaire de l'arbre. Un véritable travail de détective qui demande de la méthode et de la persévérance, car parfois, certaines fermes où vivent ces arbres sont abandonnées depuis plus de 50 ans. Au bout de 3 heures environ, l'olivier renaît au jour. Amador a sauvé 138 oliviers millénaires de l'oubli. Bon, là, on voit quand même 5,60 m de diamètre, hein, celui-ci. Hein, donc, Et c'est c'est pas le plus gros, hein. là, c'est pas le plus gros. Non. Comment on les repère, ces arbres qui sont complètement envahis par la végétation? Oui, justement, c'est le travail d'Amador. Et aujourd'hui, il a fait des émules, Amador, et donc ils sont plusieurs dans l'association du territoire sénien à faire la recherche de ces oliviers. Et en fait, ce sont des territoires énormes en Espagne. Hein. Et donc, il faut les parcourir. Et la vraie difficulté, il y a une double difficulté. La première, c'est effectivement d'identifier l'arbre et de le classer dans la catégorie millénaire. Et puis ensuite, de trouver les propriétaires. Parce que quand on parle de plusieurs décennies d'abandon, ça sous-entend aussi que pour retrouver trace du propriétaire ou des descendants, évidemment, du propriétaire, c'est vraiment très, très compliqué. L'objectif étant de le remettre en culture, évidemment. L'objectif étant de le remettre en culture. Donc, comme vous avez lu, un arbre remis en culture, enfin un arbre ancien remis en culture met à peu près 3-4 ans avant de redonner des olives. Et ensuite, lui, les partager avec les propriétaires. Alors, Claude, là, on voit effectivement la mesure de la circonférence. Ça, c'est une spécificité espagnole qui a été mise en place sur Oui. la mesure de ce diamètre en fait, de l'arbre. Oui. Parce qu'on parlait des 3 techniques tout à l'heure, mais finalement... Oui, ce sont les Espagnols qui ont déterminé cette règle qui est relativement suivie dans le bassin de la Méditerranée, mais pas tout le temps. Je me souviens avoir discuté avec des Italiens qui nous disaient qu'ils avaient le plus grand nombre d'oliviers millénaires au monde, notamment dans les Pouilles. À part qu'eux, ils ont une technique complètement différente, ce qui nous fait toujours un petit peu sourire, puisqu'on entend toujours plein de sons de cloche. En 9 ans de reportage, on a entendu beaucoup de sons de cloche. En fait, les Italiens mesurent au ras du tronc, en bas du tronc, et l'olivier est déclaré millénaire quand il arrive à 2 mètres de circonférence. Donc ils sont loin derrière. Sinon, pour donner un chiffre intéressant, non, je le donne pas. Je vous donnerai tout à l'heure. C'est peut-être un peu tôt, là. C'était dans la foulée, mais non, c'est pas une bonne idée. On va continuer sur les chiffres, et puis on va voir, parce qu'on les voit beaucoup en plaine, ces arbres. Oui. Quand on se promène même dans notre région méditerranéenne, on les voit, ou en Espagne, dans des endroits très chauds. Oui. En fait, jusqu'à quelle altitude ils peuvent vivre? Et là, c'est la question que l'on va vous poser maintenant. Jusqu'à quelle altitude peuvent vivre les oliviers? Oui. On a parlé d'un arbre résilient, résistant. Oui. C'est un arbre, arbre aux multiples facultés. Donc on vous propose 1200 mètres, 800 mètres ou 500 mètres, sachant que c'est un arbre méditerranéen. Ça discute, hein? Ça discute, oui.
Je suis sûr qu'ils sont en train de Donc, parler de on leur va parcelle entre d'olivier 500 et 1200 en disant mètres. ben moi j'en ai une à 500 mètres, une autre à 600. Et... Alors peut-être tout à l'heure, on aura un partage d'expérience sur, Oui. Oui, ça sur sera- des, ça des sera- oliviers, peut-être notamment dans les Pyrénées. Ça sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience à ce niveau-là. Nous, c'est ce que nous avons vécu. Et il faut savoir que ces informations sont recueillies auprès de scientifiques, puisque toute la partie genèse de notre ouvrage et de notre projet est sous contrôle de scientifiques connus et reconnus. Claude, là, 24%, on dit 1200 mètres. Oui, c'est bien. C'est bien, effectivement. La bonne réponse? Ouais, la bonne réponse, effectivement, c'est 1200 mètres. Et en fait, c'est un peu une curiosité parce que l'olivier ne... Je crois que là, ça fait vraiment réagir. Là. Alors, on n'en trouve pas énormément à 1200 mètres. Non, on n'en trouve pas énormément à 1200 mètres. Mais effectivement, les arbres que vous voyez ici sont les oliviers de Pshaaleh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Pshaaleh, c'est un petit village de montagne au Liban. Et ils ont une double particularité, ces arbres, c'est pour ça aussi qu'on les a choisis et qu'on en parle. La première, c'est de pousser à 1200 mètres. Et les oliviers que vous voyez là, qui sont des oliviers millénaires, ne sont pas les plus gros que j'ai photographiés. Parce que, bon, malheureusement, on manque de temps, mais à l'occasion, j'aurai l'occasion de vous expliquer, de vous parler des arbres creux dans les oliviers millénaires. Mais ils ont aussi la particularité d'être les arbres qui sont cités dans la Bible. Pour être ceux qui ont fourni le rameau d'olivier avec la colombe, qui, en ramenant ce rameau, la colombe a ramené ce rameau à Noé, qui a signifié la fin du déluge. Donc ce sont des oliviers bibliques, en réalité, en plus. Voilà. Donc 1200 mètres, et là, ça a fait réagir. Alors, c'est pas parce que vous êtes 24% à avoir répondu juste à cette question que les autres sont hors course. Il reste quand même Oui. quelques questions. La grande majorité, évidemment, est en dessous. Mais des arbres, l'olivier a pu se développer et devenir millénaire dans un endroit de montagne finalement assez élevé. Alors, question suivante, et là, vous avez un peu abordé le sujet tout à l'heure, qui est dans quel pays est-ce qu'on trouve le plus d'oliviers millénaires? Alors, on n'a pas mis la France. Non, on n'a pas mis la France. Alors là, on a mis la Grèce, l'Espagne et l'Italie, mais on n'a pas mis la France parce qu'effectivement, ce n'est pas le pays où il y a le plus d'oliviers millénaires, clairement. Même s'il y en a dans notre région, il faut le savoir. Vous en avez identifié 2, vous m'avez Oui, dit. Hein. il y en a 2 dans notre région. Dans l'Hérault, il y a 2 connus, il y a 2 oliviers millénaires. On aura peut-être des questions tout à l'heure sur cet aspect-là. Alors, Grèce, Espagne ou Italie? Avec un petit indice qui vous a donné, enfin même 2 indices que Claude a pu vous donner tout à l'heure. On va dire, là encore, comme question... Férouz, on dira que c'est la question bonus. Ça fait 2 questions bonus. C'est la Claude. question, allez, c'est cadeau. Exactement. Alors, on va voir si c'est vraiment cadeau. C'est presque cadeau. C'est presque cadeau, oui. C'est presque cadeau. Donc, effectivement, deuxième question, c'était la deuxième réponse, pardon, l'Espagne. C'est l'Espagne, en fait. C'est l'Espagne. L'Andalousie est un lieu où poussent des millions et des millions d'oliviers. D'une façon générale, donc on parle de la culture mondiale de l'olivier, de la production mondiale d'huile d'olive. Et concernant les oliviers millénaires, il y en a dans cette région de la Sénia, où vous avez vu Amador œuvrer, donc entre Tarragone et Castellón, il y en a environ 7000 qui ont été référencés. Donc l'Espagne possède la région viticole en termes d'oliviers millénaires la plus riche sur la planète. La planète. Donc la bonne réponse était l'Espagne. Ces oliviers, vous le dites depuis tout à l'heure, on les remet en production. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils continuent à produire et à bien produire des olives et de l'huile? Alors d'après vous, et là, vous verrez, petite indication, la rareté finalement de ce que vous offrez ce matin. En moyenne, quelle quantité d'huile d'olive produit un olivier millénaire? En moyenne. Alors là aussi, 3 choix. Là, c'est une moyenne. Hein. De 1 à 2 litres par an, de 15 à 20 litres par an, ou de 50 à 60 litres par an.
C'est une bonne question aussi. Et... Je crois qu'on a en plus quelques producteurs d'olives et d'huile d'olive Voilà. dans notre salle. C'est ce Donc, qui il y est aura intéressant. probablement des réactions tout à l'heure. Oui. Alors on parle bien des oliviers millénaires. Hein. Alors encore 10, 9, on attend encore un petit peu. On est à peu près dans les temps. Ça arrive. Et voilà. Oui, alors en fait... Attendez, il reste encore une question après. Attendez. Allez. Alors, c'est vraiment une moyenne en réalité. Hein, parce que la nature, elle donne ou elle donne pas. Et vous le savez peut-être mieux que personne. En fait, les oliviers millénaires, ils ont une particularité, c'est que la plupart du temps, ils donnent une année oui, une année non. Alors vous allez me dire que c'est pas que les oliviers, un petit peu dans le monde de l'oliviculture, mais on va dire que c'est très flagrant sur les oliviers millénaires. Par exemple, l'année dernière, en Espagne, tout au moins, dans la région donc des oliviers millénaires de la Sénia, il a été récolté 0 olive. 0. Il n'y a pas un arbre, comme si c'était tous donné le mot, il n'y a pas un arbre qui a produit une olive. Cette année, par contre, c'est une belle année et nous aurons de l'huile d'olive millénaire. Voilà. Donc, 25, qu'est-ce qu'on a dit, entre 25 et Alors, 15 et 25, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, entre 15 et 20 litres. C'est une moyenne, une moyenne, et ça ne dépend pas forcément de l'âge de l'arbre. Ce sont des arbres millénaires, bien sûr, mais qu'ils aient 1000, 2000 ans ou 2500 ans, c'est globalement à peu près la même chose. À savoir, pour ceux que ça intéresse, la variété que l'on retrouve en général chez les oliviers millénaires, c'est la farga. Voilà, ça je pense que c'est une question qui m'aurait été posée à un moment donné ou à un autre. Alors Claude, tout ça, vous avez le livre devant vous, là? Oui. Voilà, alors peut-être justement, quand vous l'avez réalisé ce livre, moi ce que j'ai envie de vous demander, parce que je l'ai regardé, on est rentré un petit peu plus dans le détail, il y a beaucoup de choses qui produisent beaucoup d'émotions hein, à travers les images que vous avez prises. Et s'il y a un élément fort, justement, de ce reportage photo, qui a quand même duré plusieurs années, s'il y a un élément fort que vous devez retenir, ce serait lequel? Alors, effectivement, quand on a préparé ce moment, c'est la question, Laurent, que vous m'avez posée, et j'avoue que ça m'a fait vraiment réfléchir, parce que 9 ans de reportage, évidemment, ça laisse des traces. Nous avons parcouru toute la Méditerranée, comme la carte que vous voyez ici vous le précise, et j'en ai choisi un. C'est un reportage que nous avons fait dans le désert tunisien, dans un oasis qui s'appelle Beni Kedesh. Et en fait, il faut savoir que dans le désert, les petits monts qu'on voit comme ça sont toujours sacrés dans la culture berbère. Et donc, en fait, nos accompagnants ont souhaité absolument nous présenter ce mont qui s'appelle le mont Mzenzen. Et donc, nous avons marché vers ce mont. Et en marchant vers ce mont, je me suis tourné à un moment donné et j'ai vu cette espèce de bassine qui avait été creusée dans la roche. Et je me suis interrogé. Et donc, j'ai interrogé nos accompagnants qui m'ont expliqué qu'il y a des siècles, voire des millénaires, en fait, les populations berbères, les anciennes populations berbères, écrasaient et faisaient l'huile d'olive dans le désert. Et c'était les femmes berbères qui faisaient ça. Et donc, évidemment, du moment où on me l'a dit, j'ai eu qu'une idée, ça a été de reproduire ce moment, ne serait-ce que pour l'aspect culturel et patrimonial de ce pays. Et donc, j'ai réussi, ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à faire reproduire ce moment dans le désert. Et donc, des femmes berbères se sont prêtées au jeu. Et donc là, on les voit en train d'écraser les olives dans cette vasque avec leurs mains d'une façon très archaïque, on va dire. Hein. Et il faut imaginer le contexte, en fait. Il faut imaginer l'atmosphère d'un moment comme ça, qui se fait au milieu des champs,
des champs berbères, dans un endroit sacré, avec des gens qui sont fiers de nous montrer leur savoir-faire. Donc ça a été vraiment un moment extrêmement fort pour moi. Là, on voit la suite. En fait, une fois que la pâte elle est écrasée, ils la font légèrement chauffer et ensuite ils reproduisent un geste certainement multimillénaire qui consiste à mettre la main à plat sur l'huile et à l'extraire, on va dire, de la pâte dans une jatte telle que vous la voyez derrière la main gauche de la dame qui est en train d'effectuer ce geste. Ça, c'est un geste quasi préhistorique. Je pense que du moment où l'homme a compris qu'il y avait de l'huile dans l'olive, il n'a eu de cesse que de l'extraire. Et ensuite, c'était toujours des méthodes empiriques, évidemment. Et ensuite, voilà le geste qu'il a reproduit et auquel nous avons eu la chance d'assister. Donc effectivement, c'était vraiment un moment extrêmement fort. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui que j'ai choisi. Voilà. C'est un bel exemple. Alors, on continue parce que là, on était sur les oliviers, mais on part de terroir divin. Oui. Et notre terroir, ce n'est pas que les oliviers, c'est aussi les vignobles. les vignobles. Alors, en fait... Il y a du A. Oui, en fait, je ne vous l'ai pas trop dit au début, je vous ai parlé d'Anadiomène, de la déesse Anadiomène, mais il faut savoir que le projet Anadiomène a pour objectif la sensibilisation aux cultures ancestrales de la Méditerranée, que sont la vigne et l'olivier. Alors, à la base, je vais faire rapide, je vais juste vous dresser le tableau. À la base, nous avions prévu de faire un livre d'art qui regrouperait la vigne et l'olivier. Bon, on s'est très vite rendu compte, il a fallu une paire d'années à peu près pour se rendre compte que l'environnement de l'olivier et celui du vignoble par ailleurs, que nous allons traiter différemment, je vous en parlerai tout à l'heure, l'environnement de l'olivier était tellement vaste que c'était impossible de faire les deux dans un seul ouvrage, absolument impossible. Et donc en fait, nous avons choisi de nous concentrer toutes ces années jusqu'à maintenant sur les oliviers et notamment les oliviers millénaires, mais pas simplement. Dans cet ouvrage, il y a également, et dans le projet Méditerranée Terroir Divin, volet Olivier, il y a également les personnages remarquables, vous avez vu Amador, mais il y en a d'autres, il y a également les savoir-faire oubliés ou menacés ou disparus, comme vous venez de voir les femmes berbères. Et donc là, on aura l'équivalent pour la vigne qui va arriver. Mais on en parlera dans quelques instants. Dans quelques instants. Voilà. Donc là, je vous présente quelques images de notre ouvrage, rapidement, que vous pourrez découvrir avec nous tout à l'heure. Voilà, donc un personnage remarquable, je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà. Alors la suite. Oui, la suite. Donc la suite, c'est effectivement un côté pédagogique, hein, notamment pour les jeunes. Et puis, vous l'avez déjà évoqué, la vigne. Oui. Alors, donc en fait, quelle est la suite du projet Méditerranée Terroir Divin? Donc vous l'avez tous compris, ça va être les vignobles. Et je vais y venir dans quelques instants. Mais d'abord, nous sommes en train en ce moment, nous avons même commencé, de travailler sur des petits fascicules qui sont destinés aux scolaires, parce que nous souhaitons faire, et ça c'est plutôt le volet éducatif d'Anadiomène, nous souhaitons faire une sensibilisation à une bonne alimentation sur la base du régime crétois, du régime méditerranéen, que vous connaissez tous, et qui a prouvé scientifiquement ses bienfaits pour la santé, notamment sur les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et donc, nous travaillons d'une façon très ludique, didactique, avec des équipes pédagogiques dans des écoles, pour que cet enseignement puisse être fait. Et ensuite, nous ferons également des sensibilisations au goût à travers différentes huiles de la Méditerranée pour apprendre à nos jeunes quels sont les bons produits que nous fabriquons sur notre territoire. Voilà. Ensuite, nous avons commencé aussi à travailler sur le livre sur les vignobles. Alors, nous n'avons pas encore fait de reportage, on va dire, vraiment affirmé, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce livre va être un livre donc, sur les vignobles face aux défis climatiques. C'est un problème d'actualité que nous connaissons tous depuis déjà quelques années. Nous allons donc travailler à travers les vignobles européens, pas simplement méditerranéens cette fois, parce qu'il faut savoir que le dérèglement climatique, il impacte évidemment pas que la Méditerranée.
Et donc nous allons travailler avec des climatologues, nous allons travailler avec des maîtres sommeliers, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est l'impact que peut avoir le dérèglement climatique sur les vins. On imagine que s'il en a sur les vignobles, inévitablement, il en a sur les vins. Et nous allons également travailler avec le spatial, avec le CNES et avec Terranis, qui sont des faiseurs d'images satellitaires. Et nous allons nous baser sur ce travail scientifique, encore une fois, pour pouvoir aller spécifiquement dans des endroits les plus touchés par les dérèglements climatiques. Et évidemment, nous allons rencontrer des vignerons qui vont nous expliquer et qui vont nous donner leur expérience. Et donc, dans ce livre, il y aura à la fois toujours de l'émotion à travers de la belle image viticole, mais il y aura également des témoignages de vignerons impliqués, impactés, et évidemment, comme je l'ai dit, des témoignages de climatologues et de maîtres sommeliers. Et on voit déjà de bien belles images en perspective sur cette deuxième, enfin j'allais dire ce deuxième tome en fait d'un livre. Alors on essaiera juste un petit ajout. On va essayer de faire la même chose que ce livre-là, donc que vous pourrez voir tout à l'heure, qui fait en fait 384 pages, qui est un grand format à l'italienne et qui pèse 3 kilos. Voilà, un beau bébé, 9 ans de gestation et pour un résultat 100% méditerranéen. Il n'est pas vendu au poids quand même. Il n'est pas vendu au poids. Merci Claude. Alors, avec plaisir. Peut-être les questions à la salle, si vous avez des questions, des réactions, une envie de partager éventuellement une expérience avec Claude. Bonjour, pardon. Alors. Si ça marche. Bonjour. Bonjour. Oui. Du coup, vous nous avez dit tout à l'heure, si on a bien retenu, la moyenne de production d'huile sur les arbres millénaires est entre 15 et 25 litres. Non, ça veut dire qu'ils produisent plus de 100 kg, 150 kg d'olive en moyenne? Les belles années, oui. On va dire les belles années. Mais encore une fois, ça dépend. Ça peut varier d'un arbre à l'autre. Hein. La variété reste la même, c'est la farga dans 99% des cas. Mais effectivement, ça peut dépendre également du climat de la saison en fait. Hein. Par exemple, un exemple tout simple que vous connaissez tous, effectivement, l'olivier est un arbre résilient. Donc ça veut dire que s'il fait trop chaud au moment de la floraison, il va faire tomber ses fleurs. S'il fait trop chaud au moment de la production d'olives, il va faire tomber ses olives. Lui, il va toujours faire en sorte de se protéger. Donc, en fait, ça peut tellement varier d'un coin à l'autre, même d'un coin de la région. Le territoire Sénia, c'est 27 villages, donc c'est assez étendu. Donc, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Mais sensiblement, ce que vous dites, c'est ça. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi. Vous avez dit que... C'est par ici. Merci. Vous avez dit que pour les vignes, le changement climatique impactait la production, mais les oliviers, on a l'impression qu'il n'y a rien ne les touche, ils résistent. Est-ce qu'il y a aussi une production moindre à cause du réchauffement, ou est-ce qu'ils sont menacés? C'est très intéressant ce que vous demandez là. Il faut savoir que tout ce projet a toujours été fait avec en filigrane les dérèglements climatiques. L'olivier millénaire et les oliviers en général, mais les millénaires en particulier, de par leur ancrage au sol, ont encore plus peut-être que les autres cette capacité à la résilience. Mais il faut savoir que, je vais vous donner un exemple simple, l'olivier, normalement, n'a pas besoin d'être arrosé. Tout le monde peut dire ça. Nous avons fait un reportage en Crète. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus une oliveraie en Crète qui ne soit pas irriguée. Plus une. Et donc en drone, j'ai eu l'occasion de faire des images où on voit vraiment des oliveraies non irriguées qui sont sèches, avec des feuilles sèches, et des oliveraies irriguées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la problématique en fait du climat, la problématique du dérèglement climatique, ce sont la force de ces épisodes. C'est-à-dire, c'est pas il fait plus chaud,
C'est juste, il fait beaucoup plus chaud pendant une petite période, et puis ensuite il va y avoir beaucoup de pluie pendant une autre période, et ça, c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus violent. Voilà la vraie problématique du dérèglement climatique, et d'ailleurs on le voit tout autour de nous en permanence. Hein. On est passé des pluies diluviennes à des épisodes méditerranéens, et puis il y a encore autre chose aujourd'hui qui vient de sortir. Voilà. Donc l'olivier est un arbre résilient. Il se protège, comme je disais tout à l'heure, en faisant tomber ses fleurs ou faisant tomber ses olives, mais il n'empêche quand même que quand il est jeune et qu'il a un ancrage moins important, il a besoin d'être irrigué, malheureusement. Peut-être une autre question? Oui, ici, s'il vous plaît. Oui. Là. Là. On a la rampe en fait d'éclairage en plein dans les yeux. Alors peut-être que en régie on pourrait, voilà, comme ça nous permettrait d'être en contact super. avec la salle et de voir d'où viennent les questions. Allez, dites-nous. Alors moi la question c'est lequel pour vous est le plus majestueux et le plus vieux olivier que vous avez pu trouver dans votre voyage? Alors, je vais répondre en deux temps. Le premier, je vais commencer par la dernière question, le plus vieux. Alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est que dans tous les pays où je suis allé, tous les gens que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré beaucoup, m'ont tous dit qu'ils avaient l'olivier le plus vieux. Donc, si je me base là-dessus, j'ai un peu de mal à vous répondre. On est d'accord. Moi, ce que je peux dire de par mon expérience, ou plutôt mon bon sens, puisque, encore une fois, les oliviers sont difficiles à dater, malgré tout. L'olivier est le plus vieux quand il est le plus gros. Ça peut paraître à peu près logique, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le plus gros que j'ai eu l'occasion de voir, et qui était entier, d'un tronc, faisait 20 mètres de circonférence, c'est dans le nord de la Sardaigne. Ça, c'était vraiment particulièrement impressionnant. Mais j'ai vu encore plus gros, mais c'était un tronc creux. Donc en fait, il n'y avait plus que les rejetons tout autour, qui en fait sont du même ADN que l'arbre. C'est l'arbre qui meurt de l'intérieur et qui se régénère en permanence. C'est la raison pour laquelle Amador est obligé de dégager toute cette gangue. Et il y a des oliviers très gros dans cette gangue, des oliviers qui ont 30, 50 ans, voire plus, et qui sont coupés pour permettre à l'olivier d'origine de survivre, en fait, hein, de recommencer à vivre et à produire. Donc le plus gros, c'est celui-ci. Après, l'olivier qui m'a le plus impressionné, véritablement le plus impressionné, et peut-être qu'effectivement on aurait pu mettre la photo, c'est l'Olibo Pensante des Ginosa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet olivier qui est incroyable et qui a un visage humain et qui est considéré comme le penseur de Rodin. C'est en fait la version végétale de la statue du penseur de Rodin. Si vous avez l'occasion, allez sur Internet et regardez l'Olibo Pensante des Ginosa. C'est un village des Pouilles. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à cet arbre et à le photographier. Et j'ai même d'ailleurs donné la parole dans le livre à son propriétaire, qui est un vieux monsieur, parce que ça m'intéressait beaucoup, parce que là on rentre dans la philosophie. Un arbre qui pense, mais il pense à quoi ? Et donc en fait, on a fait parler cet arbre avec ce vieux monsieur, on les a mis en relation, ben le voilà. Voilà, merci beaucoup pour la régie de nous présenter cet olivier qui m'a beaucoup touché. Alors c'est pas le plus gros, voilà, c'est pas le plus gros, hein. Il fait 3,50 m de diamètre, hein, donc de circonférence, pardon. Donc c'est quand même un arbre très beau, mais il est juste impressionnant. Si vous avez d'autres photos, même je vois celle de gauche qui est très évocatrice. Celle d'en bas aussi, à gauche, est très intéressante. On le voit avec toute sa ramure. Voilà. Et donc celui-là, j'avoue qu'on comprend un petit peu les choses un peu autrement, parce que dans ce projet, il y a beaucoup d'émotions, vous l'avez compris. Les oliviers millénaires sont notre histoire. Et d'ailleurs, quand on va parler aux scolaires, on va aussi leur parler de géographie, on va leur parler d'histoire, parce que tout ça, c'est notre ancrage à la Méditerranée. Ces arbres sont les gardiens de notre Méditerranée. Et donc, ils ont forcément traversé des siècles et des siècles d'histoire et des centaines de générations d'hommes qui se sont succédés à leur tronc pour les entretenir. Donc, il faut le voir
voir aussi d'un point de vue spirituel. C'est pas un hasard si l'olivier est l'arbre sacré de la Méditerranée. C'est l'arbre aussi qui réunit tous les peuples. On sait aujourd'hui ce qui se passe en Méditerranée et notamment au Moyen-Orient avec toutes ces horreurs qu'on voit à droite et de gauche depuis bien longtemps malheureusement. Faut imaginer que s'il y a quelque chose pour lequel les hommes sont d'accord, c'est bien la sacralité de l'olivier. Donc c'est un arbre sacré, c'est un arbre de paix, c'est un arbre réunificateur et pour nous, c'est le symbole de la Méditerranée. Je vais demander à notre président Nicolas Semat, notre directeur général, de nous rejoindre et nous allons dévoiler les gagnants du quiz. Sinon, on va déplacer. Bien, je vous propose maintenant de voir qui a gagné le quiz. Claude. Ah, le boîtier 126. Les Le boîtier heureux 126. élus qui vont pouvoir déguster cette huile rare. Alors, vous êtes où? Ah, je lis la joie sur leur visage. Ah oui. Bravo. Bravo à vous. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Claude. Nous avons la chance d'avoir un président qui est aussi producteur d'huile d'olive, Romain. vous donc, pouvez peut-être, Reste. toujours modeste. Donc voilà, petit un flacon d'huile d'olive, d'olivier millénaire, et ce n'est pas l'huile d'olive qui est millénaire. Hein, Non, comme l'huile on l'avait dit d'olive tout à l'heure, n'est pas hein. périmée, elle est consommable évidemment. Donc- Merci à vous. Et encore bravo. Et merci, Et merci félicitations. beaucoup pour votre Bravo. participation à ces deux quiz toute la matinée. Vous avez été au top parce que à chaque fois vous avez répondu toutes les tables à toutes les questions. Oui. Franchement, Claude, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de Olivier m'avoir millénaire, invité. là encore des valeurs qui nous parlent, nous en tant que mutualistes, hein, tout ce qui est transmission, tout ce qui est effectivement de sûr, long terme, Bien sûr. effectivement les projections qu'on se donne. Ce partenariat a vraiment du sens pour nous et pour vous aussi. Nous l'avons entendu de Romain, le directeur général tout à l'heure. Et sachez tous que nous sommes très, très fiers d'être partenaires de Groupama Méditerranée et nous vous remercions depuis toutes ces années. Voilà. Merci. Président, je vous rends la scène, en fait. Voilà, à vous pour la fin de ce congrès des élus. Merci à vous. Merci Laurent. Merci. Peut-être on va laisser notre directeur. Merci Laurent, merci Claude, merci Nicolas. Alors, un petit mot de conclusion et pour ma part plutôt de réaction sur ce qu'on a pu partager ensemble ce matin. Alors, moi j'ai rencontré Ferrou ce matin avant son intervention, elle m'a dit « je serais contente si ce que je dis ce matin fait réfléchir tout le monde ». Alors, moi je voudrais vous dire Ferrou, qu'à titre personnel, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je vais vous livrer pour ça 2 anecdotes. La première, c'est qu'il y a environ 2 semaines, on a reçu les nouveaux alternants à Groupama Méditerranée. Ils attendaient qu'on quitte la salle dans laquelle on était avec l'équipe de direction. Il y avait une vingtaine d'alternants dans le couloir que j'ai salués. Et il y a un alternant qui m'a dit « Salut Romain ». Et j'avoue que ma génération, avec sa logique de l'honneur, s'est interrogée sur ce moment. J'en ai même parlé avec l'équipe et avec la DRH en se demandant si on avait fait un bon choix, hein, pour tout vous dire. Et en fait, je peux vous dire que dans ce salut Romain, je me suis arrêté évidemment quelques secondes, mais il y avait beaucoup de respect, très sincèrement, dans les yeux que j'ai vus du collaborateur. Et il y avait aussi de l'envie, il y avait de l'engagement. Et j'ai été très surpris. Je vous avoue avoir réagi de manière un peu silencieuse dans un premier temps, mais dans un second temps, j'ai fait un sourire et j'ai moi aussi salué ce jeune collaborateur, cet alternant.
Mais je me suis dit à ce moment-là qu'effectivement, il ne fonctionnait pas tout à fait comme nous, et comme ceux de ma génération. Mais sincèrement, ça m'a fait réfléchir. Et ce que vous avez dit ce matin m'a conforté en ce sens. Et puis le deuxième exemple, tout à l'heure, vous avez peut-être vu qu'à un moment de votre intervention, l'équipe de direction qui se situe par ici a un peu réagi. Il faut vous dire qu'un de nos enjeux maintenant pour notre entreprise, c'est la qualité de service. On s'interroge beaucoup, on veut beaucoup travailler sur l'amélioration de la qualité de service. Et pour ça, on a un programme qui s'appelle Entraide, et on est en train de réfléchir à un principe d'académie. Et je vous dis tout aujourd'hui. Et dans cette académie, on se dit, mais peut-être qu'on peut valoriser les collaborateurs, faire une sorte de club, peut-être qu'on peut y mettre un peu de formation complémentaire, pourquoi pas même un peu de rémunération. Et tout à l'heure, vous nous avez dit en quelques secondes que pour la génération Z, c'était mort. Et que ça ne servirait à rien. Et donc là, je me suis dit aussi, on va rebosser du coup, nous, hein, parce qu'on avait un peu projeté notre vision à nous du sujet, mais véritablement pas celle d'une partie de l'entreprise. Donc merci pour votre intervention. Elle a été plus qu'inspirante, elle nous a permis de réfléchir et en tout cas pour moi de remettre en cause quelques principes ce matin. Et puis je voudrais aussi réagir à l'intervention de Claude, le remercier sincèrement. Dans cette intervention, il y a évidemment l'amour du territoire, l'amour de la Méditerranée, et ça a été pour nous inspirant. J'ai appris que l'olivier était aussi un arbre qui pouvait soigner, qui faisait du bien, et j'ai gardé ça aussi en moi parce que là aussi, dans une partie des 20% de votre grand-père Férouz, il y a sans doute un peu d'inspiration, ou en tout cas de réflexion, et pour ça, j'ai utilisé utilement l'intervention de Claude. Donc, merci Claude pour ta présentation ce matin. Voilà pour quelques remarques pour ces mots de conclusion. Merci Président. Merci Romain pour ces mots. Effectivement, une matinée inspirante, ça a été dit. Hein. Nous sommes là sur un congrès qui nous l'a rappelé, qui a rappelé nos forces, qui a rappelé notre enracinement comme les oliviers que nous a présentés Claude, ces oliviers millénaires qui tiennent dans le temps, comme Groupama, très clairement, où nous trouvons notre solidité, nos racines, mais aussi l'avenir que nous avons vis-à-vis des jeunes qui poussent et qui grandissent. Alors, n'ayons pas peur de ce sujet, ne le voyons pas comme une faiblesse, mais plutôt comme un atout, à nous de le travailler avec ces perspectives, la capacité de les accueillir, de les enrôler autour de nous pour justement faire l'entreprise de demain. C'est ce qui fait que Groupama est vivant et évolue. Alors, Férouz l'a dit, elle nous a invités à réfléchir sur l'engagement des jeunes générations et ces choses que nous allons faire, et c'était notre but et la thématique de nos travaux aujourd'hui. C'est une question qui nous concerne tous, former, transmettre, donner envie de s'impliquer. C'est bien là la vitalité de nos conseils d'administration que nous souhaitons dynamiser et pouvoir faire cette notion de passation, être attractif, engagé, autrement, mais aussi, ça a été dit, être à l'écoute et chercher à comprendre. Chercher à comprendre les motivations de ces nouvelles générations qui seront les responsables de demain. Ne nous trompons pas, nous ne sommes que des passeurs. Donc cette notion est particulièrement importante dans nos responsabilités et dans nos engagements. Je tenais chaleureusement à vous remercier de votre participation. Nous avons voulu un congrès des élus dynamique. Vous savez, 1 an sur 2, nous le faisons en présentiel et en distanciel. Donc la convivialité, l'échange, la discussion, le partage, c'est bien ce que vous avez réussi collectivement à mettre en place. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape, la convivialité autour d'un verre et autour de quelques mets. Merci beaucoup, à très bientôt.